Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'inconscient. Quand on parle d'inconscient, ça renvoie à tout ce qui échappe à la conscience, tout ce qui n'est pas conscient. À tous ces phénomènes, à toutes ces choses qui se passent sans qu'on ait besoin d'en être conscient. Par exemple, ce qu'on appelle l'inconscient, c'est ce qui permet de respirer inconsciemment. C'est ce qui permet de marcher inconsciemment, sans avoir besoin de se dire qu'on marche, sans avoir besoin de penser à mettre un pied devant l'autre. Ça se fait naturellement, ça se fait automatiquement, ça se fait inconsciemment. En PNL, en programmation linguistique donc, qui est un courant qui vient des États-Unis et qui s'est en grande partie inspiré de l'hypnose ericksonienne et de la gestalt thérapie, on voit un petit peu la conscience comme remplie de plein de petites parties, composée de plein de petites parties de soi. C'est-à-dire que si on divise cette conscience en deux grandes catégories, on pourrait parler de la conscience consciente et de la conscience inconsciente. Et donc la conscience consciente, le conscient, pour moi c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit consciemment, tout ce dont on se rend compte. Par exemple, la petite voix qu'on peut avoir dans la tête, celle qui nous permet de penser, de réfléchir, de se parler à soi-même, ça fait partie de la partie consciente. Par exemple, quand je fais ça, un geste comme ça, c'est un geste conscient. C'est moi qui le fais, c'est moi qui décide de le faire et je suis conscient de ce que je fais. Finalement, le conscient, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. C'est tout ce qu'on voit, tout ce dont on est conscient. Et en fait, derrière ce conscient, en dessous de cette conscience, il y a la partie immergée de l'iceberg et qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient. C'est-à-dire que c'est tout ce qui ne dépasse pas, tout ce qui n'émerge pas au niveau de la conscience, tout ce qu'on ne voit pas. Là par exemple, dans ce que je dis, il y a ce que je dis, donc je suis conscient, et il y a aussi tout ce que je fais pendant que je le dis. Tout ce dont je ne suis pas forcément conscient, tous les micro-mouvements de mon visage, tous les micro-mouvements de mon corps, tous les mouvements du corps, ce qu'on appelle le langage non-verbal. Le fait que je cligne des yeux sans y penser, et que plein d'autres choses dans mon corps se passent sans que j'ai besoin d'y penser, sans que j'ai besoin de le voir, d'en être conscient. Au niveau du conscient, au niveau de la conscience consciente, les informations sont limitées. On parle de mémoire à court terme, et dans la mémoire à court terme, on peut sélectionner en même temps, en moyenne, 7 informations. Et au-delà de ces 7 informations, il y a une saturation de cette partie consciente. C'est-à-dire que plus on est conscient de plusieurs choses en même temps, et plus c'est compliqué de continuer à en être conscient. A contrario, quand on parle d'inconscient, et qui renvoie plutôt à la mémoire à long terme, ou à la mémoire de travail, en psychologie, c'est pas aussi limité que le conscient. C'est-à-dire que les choses fonctionnent différemment, ça fonctionne avec des associations, avec des liens qui sont faits en fonction de ce qu'on vit dans le présent et de ce qu'on a vécu. Il suffit de voir quelque chose, d'entendre quelque chose, pour que ça nous rappelle un sentiment, pour que ça nous rappelle un souvenir, pour que ça nous rappelle quelque chose qui n'était pas conscient avant qu'on voit ou qu'on entende ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu, et qui d'un coup est comme activé, comme si on appuyait sur un bouton et que ça émergeait à la surface. Entre conscient et inconscient, donc, les choses circulent, les choses sont en mouvement. Il y a un échange entre les deux. Et comme on ne peut pas être conscient de tout ce dont on a conscience inconsciemment, eh bien on a besoin d'oublier constamment. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe, chaque temps qui passe, on oublie ce qui s'est passé avant pour pouvoir concentrer notre attention sur quelque chose de nouveau. Comme je le disais dans la vidéo précédente, je pense que tout ce qui se passe consciemment est en fait une réaction à quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à la surface réagit à plein d'autres choses dont on n'est pas conscient qui ont fait que ça se passe. Je ne sais pas si par exemple c'est déjà arrivé à certains d'entre vous de sentir une odeur et d'un coup d'être dans un état émotionnel particulier. C'est un petit peu le fonctionnement utilisé dans la pub par exemple. C'est-à-dire que tout ça on n'en est pas conscient et pourtant il y a des choses qui se passent et quand on voit une pub, eh bien ça crée des choses, ça rappelle des choses qui deviennent conscientes. Ça nous donne envie d'aller manger par exemple, ça nous donne faim, ou bien ça fait émerger une idée. Et finalement en allant plus loin, je pense que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense même consciemment, eh bien derrière il y a une raison inconsciente. Ce n'est jamais pour rien, ce n'est jamais sans raison. Moi par exemple, je sais que quand je dis je n'ai pas peur de faire ça, par exemple, si j'ai besoin de le dire, c'est justement parce que j'en ai peur. Et j'ai besoin de le dire pour me rassurer quelque part, pour aller à l'encontre de cette peur consciemment.
Et très souvent, quand il y a une réaction consciente, c'est quelque chose qui va venir s'opposer à ce qui est de l'autre côté inconsciemment. Et je pense qu'il y a plein de petits conflits internes comme ça, entre conscient et inconscient. C'est un petit peu comme les actes manqués ou comme les lapsus. D'ailleurs, on parle de lapsus révélateur, ça révèle l'inconscient. C'est-à-dire que dans ces cas-là, consciemment, on a envie de faire quelque chose, on a envie de dire quelque chose, mais inconsciemment, on a peut-être besoin de ne pas le faire, de ne pas le dire, d'aller dans une autre direction. Et ce qui va émerger de ça, ça va être un lapsus, ça va être un acte manqué. Et ce qui est marrant, c'est que consciemment et inconsciemment, on n'a pas du tout le même langage. Conscient et inconscient ne parlent pas la même langue, ne communiquent pas de la même façon. C'est-à-dire que le conscient va constamment chercher à plutôt comprendre, à plutôt réfléchir, raisonner, analyser. Il va chercher à contrôler les choses, à se rassurer. Tandis qu'inconsciemment, c'est une autre forme de contrôle. Et l'inconscient va plutôt passer par des histoires, par des métaphores, par des émotions. L'inconscient va plutôt chercher à vivre les choses, plus qu'à les comprendre ou à les réfléchir en les analysant et en les contrôlant de manière consciente. L'inconscient, lui, se contente de faire des liens au fur et à mesure de nos expériences, de nos apprentissages dans la vie. Et puis ensuite, il met en parallèle ce qu'il a fait comme lien dans le passé et ce qu'il peut faire comme lien dans le présent. Et puis à partir de là, il va faire des probabilités sur ce qui peut se passer, sur ce qui va se passer. Par exemple, la première fois qu'on fait du vélo, c'est normal qu'on ait peur. On a peur de tomber, on a peur parce que c'est inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore faire, ou en tout cas on ne sait pas encore si on sait le faire. Et puis on essaye une fois, deux fois, etc. Et si on ne tombe pas, si tout se passe bien, alors inconsciemment, on va apprendre de ça. On va apprendre que ça se passe bien et on va relier le vélo à quelque chose qui ne fait pas peur ou de moins en moins peur. À quelque chose qui est de plus en plus facile, de plus en plus connu. Et puis à un moment, ça devient complètement naturel, complètement normal de faire du vélo. Et on n'en a plus peur, parce qu'inconsciemment, on a appris de ça. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur la notion d'apprentissage, c'est-à-dire comment fait-on pour apprendre? Est-ce que c'est plus facile d'apprendre quelque chose consciemment, en le réfléchissant, en le contrôlant consciemment, ou bien en l'apprenant inconsciemment, avec ce programme en soi qui sait comment apprendre, sans même qu'on ait besoin de le voir, qu'on ait besoin de le savoir consciemment. En fait, on pourrait comparer l'inconscient à un enfant. Si l'inconscient c'était une personne, si l'inconscience avait un âge, ce serait comme un enfant, peut-être de 7 ans à peu près. Et un enfant ne se pose pas toutes les questions qu'on se pose quand on est adulte. Un enfant se contente de vivre les choses et il ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il contrôle ou qu'est-ce qu'il ne contrôle pas. Parce que les choses se font toutes seules, ça se fait inconsciemment plus que consciemment. Et il y a une théorie qui dit que tout ce sur quoi on est concentré consciemment, eh bien on ne peut pas le faire inconsciemment en même temps. Un peu comme s'il y avait un partage des tâches entre conscient et inconscient et que tout ce que le conscient est occupé à faire, à penser, à analyser, ça enlève du pouvoir à l'inconscient, un petit peu comme s'il y avait un pourcentage qui se répartissait à chaque fois et ce que le conscient fait à 50%, l'inconscient va le faire plus qu'à 50%. Et ce que le conscient fait à 100% quand on cherche à contrôler quelque chose vraiment beaucoup, alors on ne peut plus le faire inconsciemment finalement, on ne peut plus le contrôler inconsciemment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple de marcher consciemment, c'est-à-dire de penser à comment marcher consciemment. Et c'est beaucoup plus dur de marcher consciemment. Et c'est beaucoup plus dur de respirer consciemment aussi. Et consciemment, on va toujours avoir des questions un petit peu bizarres, un petit peu illogiques, un petit peu à côté, qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Si j'essaye de respirer consciemment, et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, il va y avoir un moment où je peux avoir peur de ne plus respirer, un moment où je peux avoir peur de m'arrêter si j'arrête de poser ma conscience là-dessus. Et c'est ce genre d'utilisation de la conscience qui peut donner des phénomènes comme l'asthme, comme les crises d'angoisse, qui passent par la respiration. Et pourtant, il suffit simplement de penser à n'importe quoi d'autre, de mettre son attention consciente ailleurs, pour que l'inconscient reprenne le contrôle de la respiration et que ça continue à se faire normalement, naturellement, inconsciemment. Et quand ça se fait inconsciemment, ce contrôle-là inconscient est beaucoup plus facile à vivre. La notion d'inconscient, à la base, elle nous vient de Freud. Et Pierre Janet, qui était un psychologue français, n'était pas complètement d'accord avec cette notion d'inconscient, parce que pour lui, et je suis plutôt d'accord, c'est pas quelque chose qui est complètement inconscient,
C'est-à-dire c'est pas un endroit de soi où il n'y a pas de conscience. C'est plutôt comme une autre partie de la conscience, comme une autre conscience dont on est doté. Et c'est pour ça que Janet a inventé le terme de subconscient pour remplacer l'inconscient. C'est-à-dire que pour lui, c'est quelque chose qui se trouve sous la conscience, mais qui est aussi conscient. Alors moi, dans mes vidéos, je parlerai d'inconscient parce que j'ai pris l'habitude d'utiliser ce terme-là, mais je suis beaucoup plus d'accord avec le terme de subconscient qu'avec le terme d'inconscient. Et souvent, quand on reçoit quelqu'un en thérapie, eh bien, cette personne vient avec une demande consciente. C'est-à-dire qu'elle vient pour changer quelque chose, pour changer un comportement, pour changer une émotion qui est négative pour elle et qui est trop récurrente, par exemple une obsession, une compulsion ou n'importe quoi d'autre. En tout cas, en général, les gens vont consulter quelqu'un pour changer quelque chose qui n'arrive pas à changer. Et très souvent, derrière, ça c'est juste une réaction à quelque chose d'inconscient, quelque chose dont ils ne sont même pas conscients. Et d'ailleurs, assez souvent, la demande qu'ils amènent consciemment n'est pas leur vraie demande, leur demande réelle qui, en fait, est inconsciente et plus subconsciente. Et moi, dans ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier d'accueillir la partie qui ne veut pas changer. C'est la partie qui va résister au changement, la partie qui a peur de changer, la partie qui fait que ça n'a pas encore changé. C'est-à-dire que quand on veut changer quelque chose dans sa vie, s'il n'y a aucune partie de soi qui résiste à ce changement, alors il n'y a aucune raison de ne pas changer. La seule raison qui fait qu'on reste bloqué dans une situation, qu'on n'arrive pas à changer, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, c'est parce que quelque part, de l'autre côté, quelque part sous la conscience, sous cette conscience de cette envie de changer, il y a une partie de soi qui a peur de ce changement, une partie de soi qui n'a pas envie de changer, qui a une raison de ne pas changer. Et je pense que ce soit en thérapie, que ce soit dans le cadre de développement personnel, de connaissance de soi, quand on part à la recherche de soi quelque part, je pense que l'objectif c'est d'apprendre à communiquer avec soi, d'apprendre à communiquer entre toutes ces parties de soi. C'est-à-dire que se connaître vraiment, ce n'est pas connaître ce qu'on dit, connaître ce qu'on fait, connaître ce qu'on montre aux autres, ce qu'on montre à soi. C'est plutôt connaître qu'est-ce qui fait qu'on le dit, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de le faire, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de le montrer. Et donc ça inclut aussi toutes les parties de soi qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à montrer aux autres, qu'on cherche à cacher en permanence, qu'on cherche à fuir en permanence. Et donc moi, pour me connaître, eh bien, quand j'y pense, je me pose la question, ce que je viens de dire là, ce que je viens de faire, ce que je viens de penser, ce que je viens de réfléchir, ça réagissait à quoi à l'intérieur de moi? Quand par exemple je rencontre quelqu'un et que j'aime bien cette personne, ou bien quand je rencontre quelqu'un et que je n'aime pas cette personne, que ça réagit négativement ou positivement, quelqu'un qui va m'énerver par exemple dans son comportement, je sais que ça va me renvoyer forcément à une partie de moi. Ça va permettre de mettre en lumière par son comportement ce que moi j'accepte pas de voir chez moi, ce que j'accepte pas de reconnaître chez moi, ce qui va m'énerver chez moi, ou à l'inverse, ce que je vais aimer chez moi, ce que j'aime bien chez moi. Et c'est pour ça qu'on a des goûts différents, qu'on va pouvoir aimer certaines personnes et ne pas aimer certaines autres personnes, aimer certaines choses et ne pas aimer certaines autres choses. Parce que ça va être simplement la réaction à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus personnel, de plus égocentré même. C'est-à-dire que je pense que soi-même, c'est la seule référence qu'on ait dans la vie pour vivre, pour appréhender la vie et pour pouvoir avancer, pour pouvoir connaître certaines choses, connaître certaines personnes et apprendre, etc., etc. Et vous, est-ce que vous savez à quoi renvoient vos réactions conscientes, à quoi ça réagit à l'intérieur de vous? Est-ce que vous connaissez vraiment? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça permettra à certaines personnes de mieux se connaître. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé, si ça vous a plu, ce qui vous a plu ou pas, à donner votre avis, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu ou même un pouce rouge. N'hésitez vraiment pas à vous faire entendre. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.